Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'invité du jeudi, un événement de culture scientifique réalisé en partenariat avec le CNAM Bretagne et la FAS. Ce soir, nous aurons le plaisir de nous intéresser à Louis Pasteur, du cristal à l'hôpital. Et pour aborder ce sujet, nous accueillons ce soir Patrice Debré, professeur émérite d'immunologie à Sorbonne Université. Le professeur Debré a été chef de service, directeur d'un institut de recherche à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et ambassadeur de France chargé de la lutte contre le sida et les maladies transmissibles. Après une monumentale biographie de Louis Pasteur, il a notamment publié Vie et mort des épidémies, que nous avons d'ailleurs déjà présenté, et qui a rencontré un très grand succès. Patrice Debré nous revient aujourd'hui avec un nouvel ouvrage publié cet automne aux éditions Flammarion, intitulé Une journée particulière du professeur Pasteur. Et pour échanger sur ce sujet avec le professeur Debré, nous avons également le plaisir d'accueillir Madame Courtois-Gomès, professeure agrégée honoraire au Conservatoire national des arts et métiers. Donc, son domaine d'expertise concerne plutôt les risques professionnels et particulièrement les risques biologiques. Martine Courtois-Gomès a été élue chef du département hygiène, sécurité, environnement à l'université Paris 13 et directrice adjointe de l'Institut de l'hygiène industrielle et de l'environnement au Conservatoire national des arts et métiers. Donc, professeur Courtois-Gomès et professeur Debré, bah, écoutez, je vous souhaite la bienvenue à tous les deux. Et juste avant que nous débutions, je voudrais simplement rappeler à nos auditeurs qu'ils pourront vous adresser leurs propres questions à l'issue de votre intervention à travers la petite zone de conversation située à droite de l'écran. Voilà. Monsieur Debré, professeur Debré, je vais vous laisser à présent le microphone et je vais de suite charger votre présentation. Parfait. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Un plaisir de se retrouver à nouveau un jeudi. Et pas un jeudi comme les autres, si je puis dire, parce que nous fêtons cette année 2022 le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler aujourd'hui, avec Martine Courtois tout à l'heure, ce qu'a été les contributions de Louis Pasteur dont je vais vous parler et que nous allons ensuite discuter. La diapositive suivante, alors attends, il faut que je prenne le contrôle. La diapositive suivante vous montre en fait la toute première expérience de Louis Pasteur, tout du moins celle qui est connue, alors que c'était encore un jeune étudiant à l'école normale supérieure. Il s'agissait en fait d'obtenir du phosphore naturel, une particulière difficulté, disait-on, ou tout du moins l'admettaient ses professeurs de l'époque. Pasteur, en fait, avait voulu, on va dire, épater son auditoire. Il s'était précipité chez un boucher, avait été acheter des os et par une série de procédés que vous avez ici décrits, acide sulfurique, incubation, précipité, obtenu pour la première fois du phosphore. Première fois aussi, tout du moins pour lui-même, était l'utilisation de cette étiquette très particulière qu'on allait plutôt retrouver sur chacune de ces préparations. Vous voyez ici là, une image qui représente Pasteur tel qu'il était à cet âge-là, et nous allons surtout le retrouver quelques années plus tard dans le laboratoire de Jérôme Ballard. Jérôme Ballard, il avait 40 ans à peu près à l'époque où Pasteur entre chez lui, et c'était quelqu'un déjà célèbre. Il avait découvert le brome à 25 ans, mais c'était surtout un personnage assez particulier qui était très attaché à la vie du laboratoire au point de ne pas rentrer chez lui le soir la plupart du temps et de préférer rester dormir sur place. Il avait assez volontiers une chemise dans la poche droite de sa vareuse, il avait également une paire de chaussettes de l'autre côté, et malgré tout, ça lui suffisait pour rester et dormir là. Et c'est ainsi qu'il avait accueilli le jeune pasteur qui, à vrai dire, cherchait à échapper à une promotion provinciale. Pasteur était entré avec un titre bien particulier qu'on appelait plutôt à l'époque agrégé préparateur. Agrégé préparateur, en fait, c'est quelqu'un qui à la fois fait la vaisselle et le ménage et en même temps effectue des expériences. Et si Pasteur était entré chez Ballard, c'était essentiellement pour y passer une thèse bien particulière, car elle allait en fait associer
à la fois des travaux en chimie et des travaux en physique. Et nous allons effectivement le faire rentrer dans un domaine particulier qui était la chimie de l'époque. La chimie vivait essentiellement, pour une grande partie, des notions qu'avait introduit Eugène Chevreul, un très grand chimiste français, en 1823, et qui, au fond, pour se résumer, simplifiait la chimie à l'extrême pour l'écrire sur une feuille de papier en 2 dimensions. Autrement dit, on y est toute caractéristique d'agencement moléculaire pour ne s'intéresser qu'à la nature et à la proportion des corps chimiques eux-mêmes. Et pourtant, on s'intéressait aussi aux cristaux. Et à l'époque, un certain nombre de chimistes, dont Huy, qui était un personnage célèbre, et Mr. dont je vous reparlerai plus loin, qui était un grand chimiste viennois, avaient admis un dogme très particulier, qui était que tout corps qui se présente sous forme cristallisée, si ces cristaux sont identiques, eh bien, est de même nature chimique. Autrement dit, et pour simplifier, même cristal, même chimique. Et puis, il fallait introduire de la physique. Et la physique, en fait, avait débuté avec Étienne Malus, qui avait fait la campagne d'Égypte, qui était un chimiste qui avait découvert ce qu'on appelle la polarisation lumineuse. En réalité, c'est la modification que la lumière reçoit quand elle se concentre sur une surface plane. Et cette polarisation lumineuse avait été utilisée par quelqu'un qui allait jouer un rôle extrêmement important auprès de Pasteur, devenir en quelque sorte son mentor, Jean-Baptiste Biot, avait été utilisée pour en étudier la déviation, selon qu'il s'agissait, lorsqu'on le faisait passer dans un liquide, de corps dits actifs qui déviaient la lumière et non actifs. Et Biot avait admis que selon que la déviation était tantôt à droite ou tantôt à gauche, ou selon qu'elle n'était pas déviée, eh bien, cela dépendait de la spécificité chimique du corps qui était rencontré par la lumière. Donc, pour nous résumer, même cristal, même chimie, même déviation et même chimie, autrement dit, que ce soit sous forme physique étudiée par un cristal ou par la polarisation lumineuse, tout corps qui se présentait avec les mêmes caractéristiques avait également les mêmes caractéristiques chimiques. Or, on se trouvait en fait assez curieusement devant une énigme qui avait secoué la communauté scientifique à l'époque et qui avait été mise en évidence par ce chimiste viennois dont je parlais tout à l'heure, qui est Mr. Je pense que vous connaissez tous ce qu'est le tartre. Le tartre, c'est cette substance blanche que l'on trouve dans les tonneaux de vin et qui était utilisée à la fois en pharmacopée comme un agent vomitif et également en matière de teinture pour le mordançage. Le tartre était donc une substance extrêmement utilisée par les chimistes, on va dire une sorte de corps qui leur servait de contrôle dans chacune de leurs expériences. Et le tartre était connu pour être dextrogir et pour rejoindre ce que je disais précédemment, pour dévier la lumière à droite. Donc un corps qui dévie la lumière à droite. Et voici que Gay-Lussac, qui était ce savant, comme vous le savez, qui avait été décapité au moment de la Révolution, parce que, disait-on à l'époque, la France n'a pas besoin de savants, Gay-Lussac avait découvert, avant de mourir, le paratartre. Et le paratartre était particulier parce que c'était une substance qui, elle aussi, avait été trouvée dans les tonneaux de vin, euh, qui semblait avoir des propriétés chimiques absolument identiques à celles du tartre, mais n'entraînait pas de déviation lumineuse. Et voici donc l'énigme telle qu'elle était posée. Comment pouvait-on imaginer que deux molécules qui, d'un point de vue chimique, étaient strictement identiques, avaient une polarisation différente? Si donc on était en face de deux polarisations alors que soi-disant c'était la même chimie, eh bien ça remettait en cause le dogme. Et la première grande découverte de Pasteur a été de s'apercevoir que le paratartre était en fait composé de deux corps différents, l'un qui dévie à droite,
l'autre qui dévie à gauche, et que par conséquent, l'association des deux ne faisait pas dévier la lumière. Mais le problème n'était pas tant de dévier la lumière que de s'apercevoir que forme droite ou forme gauche introduisait une notion tout à fait nouvelle en matière de chimie et qui était donc l'expression de la forme dans l'espace. Et cette vision qui allait faire dépasser le concept d'une chimie qui s'écrit en deux dimensions par une chimie en trois dimensions avait ouvert, ou va ouvrir plutôt, une nouvelle science qui est la stéréochimie. Pour faire simple, Pasteur avait découvert que la chimie se voit dans l'espace et que il ouvrait là toute une nouvelle forme de réflexion moléculaire qui tenait compte de la structure moléculaire beaucoup plus que de la composition moléculaire elle-même. Et c'est vrai d'ailleurs, si vous faites l'expérience vous-même, que si vous mettez sur le bout de votre langue un sucre gauche ou un sucre droit, eh bien, ces deux corps qui ont en fait euh, tantôt d'extrangir ou tantôt l'évogir des structures en réalité différentes, tout en ayant la même composition chimique, ont pourtant des fonctions différentes et que c'est donc la structure qui détermine la fonction. Et ceci allait ouvrir plutôt aux chimistes, aux physiciens, mais aussi surtout aux biologistes, des champs absolument inconnus puisque la structure allait être celle qui entraîne la fonction. À partir de ces notions, eh bien, Pasteur avait grandi en grade, ou tout du moins avait quitté le laboratoire de Ballard, et nous allons le trouver en 1849 nommé à la faculté de médecine de Strasbourg. Et lorsqu'il arrive là-bas, eh bien, il a deux idées en tête. La première, c'est de se marier. Et il envoie assez curieusement une lettre à la fille du doyen de l'époque qu'il avait rencontrée une fois et encore de loin pour demander sa main en mariage. Vous pouvez imaginer la stupeur du doyen qui reçoit cette lettre, qui d'ailleurs ne répond pas tout de suite. Et Pasteur est absolument furieux, lui écrit une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à ce que finalement le doyen consente à lui donner la main de sa fille après un mariage qui s'est fait rapidement, une semaine de noces également rapide. Pasteur retourne à sa deuxième problématique qui est en fait d'étudier les différentes molécules, ou plus exactement les différents corps chimiques qui passaient à sa portée. Et là, il va faire la découverte qui, à mon sens, est probablement la découverte la plus importante de Pasteur et qui est la suivante. Pasteur va s'apercevoir que tous les corps qui dérivent du vivant, c'est-à-dire de l'homme, de l'animal ou des plantes, sont asymétriques, tantôt droit et tantôt gauche, comme je vous l'avais décrit tout à l'heure. Par contre, tous les corps qui proviennent des minéraux sont symétriques. Et c'était la première fois qu'il y a une définition moléculaire de la vie, ce qui ouvre à la fois des réflexions, qui sont des réflexions bien sûr de nature scientifique, mais aussi philosophiques et religieuses, d'une certaine manière. Pourquoi la vie a-t-elle besoin pour exister d'être asymétrique? Il y a eu beaucoup de théories là-dessus. Aucune n'a emporté de conclusion définitive, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette vie qui Pasteur a découvert à l'échelle moléculaire a aussi été découverte à l'échelle atomique et que les atomes eux-mêmes, les atomes de la vie sont asymétriques. Et cette asymétrie moléculaire, eh bien, pendant très longtemps, Pasteur lui-même, d'autres scientifiques ont tenté de la reproduire. Pasteur lui-même a cherché à faire pousser la vie à l'inverse. Mais vous voyez que ce n'est qu'en 1971 qu'on est arrivé à refaire la vie, c'est-à-dire à l'échelle moléculaire, et à provoquer, à pratiquer donc une photosynthèse asymétrique. Alors, nous quittons Pasteur avec ces deux découvertes successives. La première, c'est que les cristaux doivent se vivre dans l'espace, et donc c'est la structure qui détermine la fonction, point absolument capital qui ouvre toutes les sciences de la biologie. La deuxième, c'est que la vie est asymétrique. J'allais dire presque une énigme. Pourquoi la vie a-t-elle besoin d'asymétrie? Et à travers ces deux découvertes, eh bien, nous allons trouver Pasteur doyen d'une sorte d'IUT, en quelque sorte, à Lille, où il s'initiait à une forme de cours assez particulière parce que
il enseignait énormément en même temps qu'il expérimentait. Et en quelque sorte, ses cours étaient à la fois faits de théorie, mais également de technique. Et un jour où il faisait un cours, un de ses étudiants qui était au premier rang se lève, s'adresse à lui et lui dit, écoutez, monsieur le doyen, voilà, mon père m'a chargé de vous faire cette demande parce que depuis un certain temps, mon père est un distillateur, il fait de l'alcool à partir de la betterave et nous avons des alcools de très mauvaise qualité. Il y a des vapeurs très désagréables qui s'échappent au cours de la fabrication de l'alcool. Et mon père a pensé que puisque vous étiez chimiste, puisque vous étiez doyen, peut-être est-ce que vous sauriez nous expliquer pourquoi ou essayer de comprendre pourquoi cette distillation s'effectue avec une qualité aussi médiocre. Et à ce moment-là, Pasteur est rentré dans une autre problématique que celle qu'il avait étudiée jusqu'à présent, qui est l'étude des fermentations. En fait, que savait-on des fermentations? Eh bien, on savait que le sucre se transforme en alcool et en gaz carbonique avec une sorte d'équation plane, de telle manière que si vous les mettez sur le plateau d'une balance, il suffit de mettre de la sucre d'un côté, disait Lavoisier, et repris ensuite par Gay-Lussac et Thénard, vous trouverez de l'alcool et du gaz carbonique. Bref, Lavoisier niait totalement le rôle du ferment. Pour Liebig, qui est l'inventeur du bouillon cube, le ferment n'est utile que parce qu'il disparaît. Donc Liebig admettait effectivement qu'il fallait des ferments pour la fermentation, ce qui peut vous paraître évident, mais qui n'était pas à l'époque, mais que le ferment n'était utile que parce qu'il disparaissait. Et c'est la contradiction qui existait entre ces deux théories, ou plus exactement qui concernait le rôle du ferment, c'est ce à quoi Pasteur s'est attelé. En fait, ne connaissant rien de la fermentation, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire essentiellement regarder s'il y avait ou s'il n'y avait pas une déviation lumineuse. Et il s'est aperçu, phénomène tout à fait important, que lors des fermentations, eh bien, les molécules qui apparaissaient déviaient la lumière et que par conséquent, ces molécules étaient asymétriques. Et il s'est écrié, eh bien, s'il y a de l'asymétrie, c'est qu'il y a de la vie, et c'est de ce jour-là que les ferments auxquels euh, personne ne pensait leur donner une importance biologique, que les ferments étant vivants, allaient jouer un rôle au cours de la fermentation, qui est le rôle des molécules de la vie. Et c'est comme cela qu'il est passé de la chimie à la microbiologie. Donc, si nous suivons progressivement cette évolution, ayant démontré que les corps chimiques se vivaient dans l'espace, que la vie était asymétrique, que la symétrie apparaissait au cours de la fermentation, il en est venu à conclure pour la première fois que les ferments étaient bien des organismes vivants. Et à partir de cela, eh bien, il s'est mis à décrire les différentes fermentations qu'il était en train d'étudier. D'abord, la fermentation alcoolique avec la production de l'alcool, la fermentation lactique, qui en réalité était une fermentation qui expliquait les vapeurs nauséabondes de l'industriel Bigot. Et puis, phénomène important, il a rapproché la fermentation de la putréfaction et il a montré qu'il y avait là l'intervention d'un microbe qui est le Vibrion butyrique et que celle-ci se faisait en anaérobiose. Phénomène d'ailleurs tout à fait intéressant et dont il s'est aperçu en regardant les cultures de Vibrion butyrique, il s'est aperçu en fait que lorsque ces vibrions étaient au centre de la préparation, c'est-à-dire au sein de la goutte d'eau et par conséquent en anaérobiose, eh bien, ils bougeaient, alors que s'ils étaient en périphérie, c'est-à-dire au contact de l'air, eh bien, ils devenaient immobiles et que par conséquent, pour avoir une fonction, les vibrions butyriques devaient vivre en anaérobie et c'est la première fois qu'il a décrit par conséquent ces phénomènes d'aérobiose et d'anaérobiose, c'est-à-dire le rôle de l'oxygène. Voyez donc que nous passons successivement de la découverte que les ferments sont des micro-organismes vivants, que ceux-ci interviennent dans la fermentation alcoolique, puis dans la fermentation lactique, puis à la putréfaction,
pour passer ensuite à ce qu'on appelle la pasteurisation industrielle et montrer ce qui se passait au niveau de la vinification et pour mieux comprendre la manière dont les vins fermentaient. Il avait acheté une ville autour d'Arbois, donc là où il avait la maison de son père, et il étudiait à l'époque toutes les techniques de vinification et est devenu un grand spécialiste des différents mous, des différents ferments, des différents sucres, de la manière dont il fallait filtrer. Et c'est à cette occasion-là qu'il a découvert ce qu'il a appelé lui-même la pasteurisation. En fait, le rôle de la chaleur, parce que vous savez que la pasteurisation indique effectivement un chauffage pendant un certain temps, le rôle de la chaleur avait déjà étudié par un certain nombre de personnalités, dont en particulier Appert, qu'il avait notamment décrit pour les conserves. En fait, la pasteurisation consiste à chauffer les corps entre 60 et 100 degrés et, point particulier, les chauffer sans air. Mais là où Pasteur finalement a été entendu, et je dirais même plus qu'entendu, reconnu, c'est surtout parce qu'il a su en faire une extraordinaire publicité et décrire avec une rigueur absolument impeccable la frange de température avec laquelle ce phénomène devait se produire. Ça n'a pas été sans critique. D'abord parce qu'un certain nombre de personnes ont dit qu'il n'avait rien découvert du tout et que les découvertes avaient été faites par d'autres, ce à quoi Pasteur rétorquait en disant que les autres n'avaient pas pris de brevet, les autres n'avaient pas en gros appelé ça pasteurisation, mais surtout il avait été critiqué par les œnologues qui disaient que chauffer du vin altérait le goût, et Pasteur s'est beaucoup défendu à l'époque en créant une commission particulière qui en fait avait renversé, si je puis dire, la fausse publicité, les fausses rumeurs qu'on en faisait et démontré que la vinification pasteurisée faisait quand même du bon vin, ce qui, à vrai dire, a été largement abandonné. On sait aujourd'hui que la pasteurisation, c'est surtout pour le lait plus que par le vin. On va le retrouver également un rôle au niveau des maladies du vinaigre, et en particulier celle d'un champignon qui est le Mycoderma aceti, et aussi le rôle au niveau des fabrications de la bière. Vinaigre comme bière s'infectant assez rapidement, et en fait c'est grâce à Pasteur qu'on a pu montrer que aussi bien lors de la fabrication du vinaigre que de la fabrication de la bière, il fallait à la fois des ferments et éviter des surinfections possibles. Et c'est ainsi qu'il a montré le rôle, comme je vous l'ai dit, du Mycoderma aceti d'un côté pour le vinaigre et le rôle des différents ferments de la bière, certaines levures euh, déterminant une fermentation avec une relative chaleur basse, une relative fermentation basse, c'est-à-dire sans chaleur particulière, et d'autres au contraire où il fallait chauffer pour que la levure soit efficace. La bière et les procédés qu'avait décrit Pasteur ont été largement entendus, et d'ailleurs la bière Carlsberg doit beaucoup aux travaux de Pasteur, comme avait reconnu à l'époque la direction de cette industrie. À cela, et donc si nous progressions, nous voyons que Pasteur rentrait dans les maladies d'une certaine manière, mais également dans une autre question qui était posée et qui était l'origine des microbes. Et c'est une des problématiques qui a été soulevée par un de ses détracteurs et qui montre qu'au début, Pasteur, en fait, ne savait pas si les microbes pouvaient naître spontanément. Voyez sa phrase: je la cherche sans la découvrir, mais je ne la juge pas impossible. Il ne la juge pas impossible, mais assez rapidement, confronté par un certain Pouchet, qui était un scientifique et qui prétendait en fait que les microbes se généraient spontanément, il a été obligé d'expérimenter pour arriver à contredire les expériences de Pouchet. Car que disait Pouchet? Eh bien, Pouchet disait que si on prend un flacon d'eau bouillie et si on le recouvre de mercure et si on tente d'y introduire une botte de foin calcinée, donc
disait-il, si on introduit une substance dans laquelle manifestement il n'y a pas de microbes, puisque le foin avait été calciné, on obtenait cependant une prolifération de champignons et que par conséquent, il pouvait y avoir, à condition qu'il y ait un milieu particulier suffisant, il pouvait y avoir spontanément production de microbes et en l'occurrence de champignons. Et c'est là où Pasteur, avec à la fois son génie mais aussi sa technicité, a pu montrer que selon la manière dont il prélevait les liquides qu'il étudiait, ou plus exactement les prises d'air qu'il étudiait, parce que c'était à la fois des prises de liquide et des prises d'air, et il était capable d'obtenir ou non des microbes et inventer des procédés d'appareillage qui permettaient de démontrer qu'en réalité, ce qu'avait décrit Pouchet était une contamination extérieure et qu'il n'y avait pas de génération spontanée des microbes, simplement on se contaminait par l'air, par l'eau ou tout simplement par le toucher. Et donc, croyant d'ailleurs emporter, mais avec une certaine difficulté, l'adhésion de la Vox Populi, si je puis dire, il s'est intéressé alors à l'autre partie dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le rôle du microbe dans les maladies infectieuses. Alors venons-y. Que savait-on des maladies infectieuses encore au 19e? Eh bien, pas grand-chose de plus que ce qu'on avait pratiquement écrit du temps d'Hippocrate. On pensait à l'époque que la peste, le choléra, le typhus continuaient d'être dus à des forces divines ou des forces occultes, qu'il pouvait y avoir des influences telluriques. On avait bien sûr admis qu'il y avait une transmissibilité, mais personne en réalité n'admettait que cela puisse être dû aux microbes. Au point même que, vous voyez, Michel Peter, qui était un médecin célèbre à la fin du 19e, considérait qu'il n'avait qu'un intérêt tout à fait subalterne dans l'apparition des maladies, et quand bien même on en aurait découvert au cours de la fièvre typhoïde, que ce n'était qu'un microbe de plus. En bref, à l'époque, personne ne reconnaissait et n'admettait que les maladies infectieuses étaient liées à des microbes, tout du moins ceux qui étaient connus à l'époque, c'est-à-dire les bactéries et les champignons. Les virus ne soient identifiés que beaucoup plus tard. Alors pourquoi n'y croyait-on pas? Eh bien, en réalité, certes, il y avait quelques maladies que l'on pensait liées aux germes, liées aux microbes, en particulier les maladies du ver à soie ou encore quelques maladies dermatologiques comme la teigne ou le favus ou la gale ou le muguet. Mais c'était des maladies dans lesquelles on pensait d'abord que le microbe avait un rôle mineur et ensuite c'était des maladies qui elles-mêmes étaient des maladies peu importantes. Et ceci était probablement dû au fait que toutes les recherches en médecine à l'époque se tournaient, qu'on considérait comme un grand facteur de modernité, vers des recherches physico-chimiques comme les études du cœur avec l'électrocardiogramme ou les études ou les études physiques qui concernaient l'ophtalmologie. En bref, et pour en revenir à là où nous en sommes, les microbes, jusqu'à l'arrivée de Pasteur, n'étaient pas considérés comme étant effectivement responsables des maladies infectieuses. Et pourtant, il y avait deux arguments indirects pour y penser. Tout d'abord, l'asepsie. Vous connaissez tous l'asepsie et probablement les expériences de Semmelweis du lavage des mains. Semmelweis avait montré en effet que les contaminations dans les services de gynécologie s'effectuaient par les étudiants, en particulier les étudiants en médecine, parce que ceux-ci passaient directement des salles d'autopsie à l'examen gynécologique des femmes enceintes et que ce simple passage de l'un à l'autre et par conséquent ce simple probable transport de quelque chose au bout des doigts pouvait être responsable des infections puerpérales qui entraînaient leur mort. Mais ceci étaient des arguments, je dirais, indirects. Et d'ailleurs, j'ajoute que Pasteur, à cette époque, ne connaissait pas Semmelweis, n'avait jamais entendu parler de lui,
Et il a pourtant réinventé le lavage des mains à son compte. D'ailleurs, il se lavait si bien les mains qu'il lavait même le savon avant de se laver les mains. Et d'ailleurs, il ne serrait pas les mains, ce qui lui a valu, lui dit-on à l'époque, le fait qu'il a été battu dans une tentative d'élection sénatoriale en Franche-Comté. Et il mettait ses mains derrière son dos, il refusait de toucher les contacts. Et vous voyez qu'on retrouve certaines des précautions d'hygiène qu'on a appris à propos du Covid. Donc l'asepsie, si on y réfléchit, étaient des arguments indirects pour penser qu'il y avait bien, à travers le contact, la possibilité de pouvoir entraîner des infections, mais le rôle des microbes n'était pas connu. Quant à l'antisepsie, eh bien, l'antisepsie avait été inventée ou mise au point, plus exactement, par Lister. Lister était un Anglais qui vivait à Glasgow et qui avait été mis en relation par l'intermédiaire du professeur de chimie qui travaillait à ses côtés, et qui avait été mis en rapport avec les travaux de Pasteur, précisément sur la fermentation. Et donc, il avait fait un rapprochement entre la description de la fermentation ou du rôle des ferments au cours des fermentations et ce qu'il observait dans les suppurations qu'il obtenait lors de ses interventions. Euh, et à l'époque, se promenant un certain jour dans les environs de Glasgow, il avait remarqué qu'il y avait un étang dans lequel on avait versé de l'acide phénique. Et lorsqu'on verse ce phénol, eh bien, les vapeurs nauséabondes avaient disparu. Et il a eu l'idée alors d'utiliser ce procédé pour pulvériser du phénol sur les fractures compliquées de suppuration et obtenu dans ces cas-là l'arrêt de toute surinfection post-opératoire. Et vous voyez que c'est en 67 qu'il avait écrit dans le journal célèbre de l'époque de Lancet 5 articles qui démontraient clairement qu'on pouvait, grâce à des procédés chimiques, en l'occurrence le phénol, entraîner l'absence de suppuration. Et pourtant, ce procédé allait mettre des dizaines d'années avant d'être utilisé par les chirurgiens qui considéraient que la pulvérisation par spray piquait les yeux, que eux-mêmes qui avaient l'habitude d'opérer pieds nus, c'était très désagréable, que de toute manière, la théorie de cette affaire n'était absolument pas démontrée, au point que un chirurgien célèbre français qui avait été apprendre cette technologie en Angleterre et revenant en France, s'était vu, lorsqu'il était rentré à la Science publique de Paris, s'était vu refuser d'utiliser une telle technique qui n'allait mettre, encore une fois, que des dizaines d'années avant d'apparaître comme un usage chirurgical. Asepsie et antisepsie étaient en fait des arguments indirects. Et il fallut attendre Pasteur, ou plus exactement Pasteur, mais aussi Robert Koch, pour arriver à une démonstration que les microbes sont bien responsables des maladies infectieuses. Pasteur n'est entré en lice, ou tout du moins n'a cherché à répondre à cette question que parce qu'il a voulu lutter contre une certaine contradiction. Un certain Davenne avait découvert des bactéries qui étaient responsables d'une maladie qui est la maladie du charbon. Une maladie dite du mal noir qui entraînait d'ailleurs, c'est une maladie du bétail qui entraînait la mort de nombreux troupeaux. Mais deux séries d'expériences totalement contradictoires avaient montré qu'en réalité, si on tuait les bactéries, eh bien on continuait cependant à obtenir la mort quand on injectait du plasma d'animaux qui venaient de mourir du charbon à d'autres et que par conséquent, les bactéries n'étaient pas responsables de la conséquence qui était la mort de ces animaux. Et Pasteur a utilisé en même temps, on va dire, je ne sais pas si c'était inspiré l'un l'autre, une technique qu'a utilisée Robert Koch et qui consistait à prendre du plasma d'animaux infectés et à le diluer. Diluer une fois, deux fois, quatre fois, 8 fois, 16 fois, 32 fois, etc. Mais l'astuce, c'est qu'à chaque fois, le prélèvement était remis à l'étuve, ce qui fait que les bactéries proliféraient alors, si bien qu'à la dernière dilution, le plasma était extraordinairement dilué et il n'y avait plus qu'une purée de bactéries. Et cette purée de bactéries, bien entendu, entraînait la mort des animaux. Donc c'est la première démonstration officielle
Encore une fois, aussi bien faite par Pasteur que faite par Robert Koch. Robert Koch étant, comme vous le savez, celui qui a découvert le bacille de la tuberculose. Deux savants, l'un français et l'autre allemand. Première découverte vers la fin du 19e que les maladies infectieuses étaient bien liées à des microbes. Nous allons aller ensuite vers deux autres découvertes considérées comme extrêmement importantes qu'a fait Pasteur. Et la première, ou plus exactement la seconde de ces découvertes, est celle que j'appelle la poule de Colin. Et voici ce dont il s'agit. En fait, Pasteur démontrait, ou tentait de démontrer, que le charbon n'entraîne pas de maladie chez les poules. Et il avait à l'Académie de médecine, où il avait été élu, il avait un détracteur qui s'appelait Colin. Et Colin lui avait dit, écoutez, moi je ne crois pas du tout que le charbon n'entraîne pas de maladie des poules, je pense que le charbon doit faire mourir les poules comme il fait mourir les vaches et les agneaux. Et Pasteur lui a dit, écoutez mon cher Colin, si vous êtes si sûr de nous, moi je vais vous donner du bacille et puis vous allez faire l'expérience vous-même et vous montrerez les résultats. Ils se séparent et lorsqu'ils se retrouvent à la fin de l'été, car c'était un été, Pasteur prenait des longues vacances, Pasteur, retrouvant Colin, lui dit alors Colin, ces poules, elles sont mortes. Et l'autre lui dit écoutez, je suis désolé Pasteur, j'ai fait l'expérience une fois, deux fois, trois fois, et puis pour tout vous dire, la quatrième, les poules ont été mangées par un renard, et par conséquent, finalement, je crois que vous avez raison et que le charbon ne donne pas de maladie aux poules. Pasteur lui a dit, mais Colin, vous êtes un âne, parce que moi, je vais vous montrer que contrairement à ce que j'ai dit, mais dans des circonstances particulières, je peux obtenir la mort des animaux. Et quelques semaines plus tard, Pasteur arrive à l'Académie de médecine avec trois cages qu'il pose sur la table du président. Dans la première cage, il sort une poule, et la poule caquette, elle est très très bien portante, et Colin lui dit, ben, vous voyez Pasteur, cette poule, elle n'est pas malade. Et l'autre lui dit, effectivement, ça c'est le contrôle, parce que je commence toujours par le contrôle. Alors il sort une deuxième poule, et la poule était tout aussi bien vivante que la première, et Colin lui dit, ben, vous voyez, celle-là, elle a été injectée sûrement, et donc vous voyez qu'elle est bien portante. Oui, dit Pasteur, et il sort la troisième, et la troisième était morte. Et Colin lui dit, mais comment vous avez fait? Eh bien, il lui dit, écoutez, c'est très simple. J'ai plongé la poule dans l'eau froide, et quand je refroidis la température du corps, eh bien, à ce moment-là, la poule devient malade. Et c'est ce que vous avez tous les hivers quand vous ouvrez une fenêtre et que vous attrapez un rhume. En gros, il avait démontré qu'on peut être porteur sain et que dans certaines conditions environnementales, eh bien, la maladie peut se déclarer. Et vous voyez que non seulement il avait donc démontré que les maladies sont effectivement liées à les microbes, mais que selon les conditions de l'environnement, les microbes peuvent devenir plus ou moins dangereux. Et la troisième grande expérience d'importance que fit Pasteur fut celle-ci. Dans l'été 1878, il est chargé par le ministère de l'Agriculture de s'intéresser encore une fois à une énigme. Mais de quoi s'agissait-il? Eh bien, lorsque les animaux mouraient du charbon, eh bien, on les enfouissait très profondément dans les champs. Et pourtant, ceux qui paissaient à la surface des champs continuaient de s'infecter. Et personne ne comprenait comment, si on met des cadavres très profondément enfouis sous la terre, on est capable par la suite de continuer à avoir des contaminations par ceux qui sont à la surface. Et se promenant dans les champs, Pasteur tout d'un coup bute sur une motte de terre, il donne un coup de pied dans la motte de terre, et que voit-il? Un ver de terre. Et à ce moment-là, il se dit, j'ai tout trouvé. Il prend le ver de terre, il se précipite dans son laboratoire, il l'écrase entre lame et lamelle, et il voit au milieu de ce ver de terre des spores du charbon. Et qu'a-t-il trouvé en fait? Eh bien, il a trouvé qu'entre le réservoir animal et la contamination, dans la plupart des maladies infectieuses, il y a des vecteurs animaux. En l'occurrence, c'était les vers de terre, mais par la suite, on allait découvrir que ça allait être les insectes, un prix Nobel, puis ensuite les puces, un deuxième prix Nobel, puis ensuite les poux, un troisième prix Nobel. Et vous voyez que successivement, ses collaborateurs, ses élèves, allaient découvrir que les vecteurs animaux jouent un rôle considérable pour transporter les microbes d'un animal à l'autre. C'est ce que probablement on a vu comme hôte intermédiaire dans le cas du Covid, mais qui existe en tout cas pour le Zika et pour le chikungunya. Donc, vous voyez que cet ensemble allait
franchir des pas considérables de la compréhension à la fois de la manière dont survenaient, mais aussi se transmettaient et aussi se déclaraient les maladies infectieuses. Et de là, nous passons à la vaccination. Il me reste encore quelques minutes et je vais aller relativement rapidement sur la vaccination, simplement pour évoquer avec vous une histoire qu'on considère être presque de la légende, parce qu'on ne sait pas si réellement ça s'est passé comme cela. Mais l'histoire est la suivante. Je vous ai dit tout à l'heure que Pasteur prenait des vacances prolongées. Et en l'occurrence, un certain été où il a marié sa fille, des vacances un peu plus importantes que les autres. Et lorsqu'il est revenu, il avait laissé dans une étuve un bacille, le choléra des poules. Et ce bacille, qui était donc une culture qui avait vieilli dans l'étuve, lorsqu'il l'avait injecté à des poules, n'entraînait plus de choléra, donc de maladie. Et plutôt que de jeter cette culture, il a eu l'idée, ou il aurait eu l'idée, dit la légende, d'injecter à ce moment-là une culture de bacille jeune et montrer que la bacille vieillie protégeait de la bacille jeune et qu'il avait en quelque sorte inventé un vaccin qui était capable de protéger, en l'occurrence, contre une maladie qui auparavant, il s'agit là du choléra, décimait les poules. En réalité, cette légende qui fait c'est lui qui a inventé un vaccin atténué, il semble que ce ne soit pas vrai et que c'est un de ses collaborateurs qui était Milroux, qui avait pris la direction de l'Institut après la mort de Pasteur, tout du moins dans la suite puisque c'est Duclos qui a repris après la mort de Pasteur, mais par la suite qui a repris la direction de l'Institut Pasteur, et que ce soit Roux qui ait inventé ce procédé. Pasteur n'a pas inventé la vaccination. Je crois qu'il faut que tout le monde retienne ça. Il a inventé les vaccins. Et cette méthode, c'est-à-dire l'atténuation en réalité par des modifications de température et de chaleur, il allait l'appliquer à toute une série de maladies, et notamment au mal noir, à l'anthrax, au charbon dont je vous décrivais tout à l'heure. Je passe très vite pour simplement vous dire que, effectivement, grâce à nouveau à des astuces expérimentales de température et d'oxygène, il est arrivé à démontrer dans une autre maladie, qui est la maladie du charbon, qu'il était capable d'obtenir un vaccin, le tout ayant été très critiqué à l'époque, mais finalement reconnu par beaucoup comme étant un nouveau procédé vaccinal. Procédé vaccinal qu'en réalité, il devait aussi à la sagacité de deux de ses collaborateurs, et notamment Roux, encore une fois lui, car il semble bien que le procédé qu'il ait appliqué soit un procédé que Roux lui avait soufflé à l'oreille et pas celui qu'il avait lui-même découvert. Passant du vaccin, comme je vous l'ai dit, du choléra des poules au vaccin de l'anthrax et d'un troisième qui est le rouget de porc, euh, Pasteur s'est ensuite intéressé à la rage. Mais là où ça devient extrêmement intéressant est que les trois autres types de vaccins que je vous avais décrits étaient des vaccins préventifs, c'est-à-dire des vaccins qui prévenaient l'apparition d'une infection. Dans le cas de la rage, le phénomène est différent. C'est un vaccin dit thérapeutique, c'est-à-dire qu'une fois que l'infection est déclarée, c'est un vaccin qui empêche la maladie. La différence est considérable. Dans la prévention, c'est la prévention d'une transmission. Dans le second, c'est la prévention d'une maladie. Je vous rappelle qu'il y a les deux types de vaccins. La diphtérie, le tétanos, vous prévenez la maladie, mais vous ne prévenez pas l'infection. Alors qu'au contraire, dans d'autres, comme l'hépatite ou la polio, vous prévenez l'infection. Prévenir l'infection, prévenir la maladie, c'est deux choses qui sont en fait différentes. Et dans l'histoire de la rage, il s'agit bien d'une prévention de l'apparition de la maladie. Là encore, c'est une épopée. Il est passé très rapidement d'expériences qu'il avait fait chez le lapin à une étude qui a été faite chez l'homme. Il a eu un certain nombre de succès, quelques échecs aussi, mais très vite on a reconnu que ce traitement était remarquablement efficace. Je vais terminer simplement sur cette diapositive pour aller encore une fois à une découverte plus loin, et qui est une anecdote
assez extraordinaire, qui est l'inventeur, il est l'inventeur de la guerre bactériologique. Et ceci est la suivante. Un jour où il était chez lui, tard le soir, Marie, comme elle le faisait de l'habitude, lui lit le journal Le Temps. Et dans le journal Le Temps, il entend une demande qui est une demande du gouvernement australien qui disait qu'il y avait trop de lapins qui pullulaient en Australie et qu'il cherchait une méthode pour tuer les lapins. Et à ce moment-là, Pasteur se dit, mais moi je suis sûr qu'avec ce microbe, qui est le choléra des poules, je serais capable de tuer les lapins. Et il fait paraître, il demande à sa femme de lui écrire cela, il fait paraître une note dans le journal Le Temps, qui était destinée au gouvernement d'Australie en lui disant, je suis sûr qu'avec le choléra des poules, je peux détruire tous les lapins d'Australie. Et en fait, le Temps était lu aussi par la veuve Clicquot, qui fait du champagne, qui faisait du champagne. Et cette dame qui avait donc des chiens était très gênée par ces lapins. Et elle a donc immédiatement écrit à Pasteur en lui disant, écoutez, si vous êtes capable de tuer les lapins, venez tuer les miens, parce que ça décime mes vignes et ça m'entraîne des dégâts catastrophiques. Et Pasteur, à ce moment-là, a fait une des premiers essais de destruction des lapins par le choléra des poules. Assez curieusement, ça a détruit tous les lapins de la veuve Clicquot, mais ça n'a pas été plus loin. On peut s'étonner d'ailleurs pourquoi. Des Pasteur, fort de son succès, a écrit au gouvernement d'Australie en disant ben maintenant je suis absolument sûr que je pourrai tuer tous vos lapins en Australie. Et il a envoyé son neveu Loire, qui est parti avec le choléra des poules. Et à l'époque, comme vous le savez, eh bien, on n'allait pas en Australie en 1 heure. Il a mis presque un mois pour arriver en Australie. Et à vrai dire, un peu inquiet à son arrivée, il a pris le bacille, il l'a réchauffé dans son caleçon avant de l'injecter à quelques lapins qu'il a fait venir sur le pont du bateau et dont il a pu montrer que le choléra était efficace. Il s'est précipité à ce moment-là au ministère en demandant à être reçu. Et là, il s'est passé 2 phénomènes. C'est que le premier, c'est qu'en réalité, on était passé d'un extrême à l'autre. Car les gens, à l'époque, au moment où Pasteur avait reçu cette nouvelle, était un gouvernement de gauche qui voulait tuer tous les lapins. Et le gouvernement avait changé, c'était un gouvernement de droite qui ne voulait plus du tout tuer les lapins. Et donc, il a été assez mal reçu de ce côté. Et puis, le deuxième épisode est plus anecdotique, c'est qu'il était accompagné parce que Loire ne parlait pas un mot d'anglais, il était accompagné par le consul, et le consul lui a dit, mais je vais vous traduire tout ce que dit le ministre. Et le consul lui a dit, non seulement nous ne voulons plus tuer nos lapins, mais en plus, nous ne croyons absolument à rien de ce que fait Pasteur. Nous considérons que toutes les expériences de Pasteur sont absolument nulles. Et eh bien, écoutez, nous conseillons de repartir le plus vite possible en France. Alors, Loire était un peu interloqué. D'abord, il avait fait tout ce trajet pour s'entendre dire cela. Et ensuite, il ne savait plus quoi faire de son choléra qu'il achetait d'ailleurs à la poubelle. Et à quelque temps de là, il rencontre un sénateur et il lui dit, écoutez, je suis très étonné de la manière dont j'ai été reçu par le ministre. Et l'autre lui dit, écoutez, oui, je suis étonné parce que c'est un gouvernement qui pourtant, ou un ministre qui est pourtant est connu pour être euh, quelqu'un qui est en général assez poli. Et donc, il s'enquiert. Et en réalité, le ministre avait dit exactement l'inverse. Et le consul, qui ne parlait pas un mot d'anglais, mais qui croyait pourtant le savoir, avait traduit complètement à travers. Toujours est-il, et pour terminer là-dessus, Loire, effectivement, n'a pas fait la grande expérience de la guerre bactériologique qu'avait prévu Pasteur, mais il est resté 5 ans et il a fondé le premier Institut Pasteur à l'étranger. Voilà, je vais m'arrêter là, mais si vous suivez donc cette démarche, qui est une démarche absolument remarquable, si on suit la série des découvertes, vous voyez qu'il est passé de cette notion que les corps chimiques se voyaient dans l'espace et qu'il fallait donc parler de structure des corps chimiques qui déterminent leur fonction, pour ensuite indiquer que, eh bien, la vie est asymétrique, donc a une structure moléculaire particulière qui le différencie de l'inerte. La vie et la mort, finalement, si on veut raisonner comme ça, n'ont pas les mêmes formes.
De cela, il a montré qu'au cours de la fermentation, la vie apparaissait et que par conséquent, il s'est intéressé, abandonnant la chimie, à la microbiologie. Il a ensuite pu démontrer que les microbes donnaient les maladies infectieuses, qu'il pouvait avoir des porteurs sains, que ceux-ci pouvaient être transmis par l'intermédiaire d'animaux vecteurs, et il s'est intéressé ensuite, non pas à la vaccination, mais à une série de procédés du vaccin pour terminer par la guerre bactériologique, et je passe bien sûr la création de l'Institut Pasteur. Voilà, je m'arrête là. Euh, et sur ce décès que vous voyez en septembre 1895, et je passe la parole à Martine Courtois. Jean-François, on va peut-être abandonner les diapositives et se parler en face à face. D'abord, merci de nous avoir fait vivre comme cela tous ces événements, parce que c'est un vrai roman, Patrice, donc un vrai plaisir. En réfléchissant donc à cette soirée, je suis allée vers les jeunes qui sont dans des programmes de collège, de lycée, de classes préparatoires. Et je suis étonnée que pour cette année-ci, qui marque le bicentenaire de la naissance de Pasteur, les jeunes, enfin, on est tenu les jeunes dans les formations aussi ignorants de ce qu'était Pasteur. Moi, ça, c'est une vraie interrogation pour moi, justement, qu'on ait en France si peu parlé de Pasteur. Alors, je sais qu'il y a un certain nombre d'événements maintenant, mais voilà, c'était juste une remarque. Alors, à travers tout ce que tu as expliqué, on peut que souligner, parce que moi, je trouve que ce qu'a fait Pasteur est assez révolutionnaire à travers tout ce qu'il a pu montrer. Tu as souligné donc de ce passé de chimiste et de ses expériences de chimie. Il a pu montrer une loi qui est une loi essentielle en biologie, qui est une loi justement sur la symétrie. Et c'est vrai que je pense que peu ou prou, quelque part, quand on a découvert les virus, quand on les a vus, donc plus d'un siècle après, quand on a pu bénéficier du microscope électronique, le fait qu'on voit ces bactériophages, parce que les premiers virus qu'on ait objectivés par imagerie sont les bactériophages, c'est-à-dire les virus des bactéries, que c'est ce qu'on a appelé au début molécules, de voir ces structures, ces aspects aussi définis et qu'on définit et qu'on classe d'ailleurs par rapport à leur symétrie, qu'on a une vraie interrogation sur virus appartiennent ou pas au monde vivant. Bon, je pense que ça, peu ou prou, ça a conduit à ça. Donc, si je reviens aux travaux de Pasteur, je pense que cette loi fondamentale, qui est cette loi, en fin de compte, de la symétrie, est pour moi un principe assez révolutionnaire. Euh, je pense aussi que tout ça, ça a donné naissance à cette microbiologie et à cette possibilité de cultiver, en fin de compte, parce que si on contamine, il faut donc, pour cultiver, bénéficier de milieux stériles sur lesquels on va pouvoir faire les cultures. Donc, c'est quand même le début de la microbiologie. Alors, grâce à Pasteur et grâce à Robert Koch aussi, tu l'as cité plusieurs fois, et je crois que la microbiologie, c'est aussi la grande science de Koch, parce que lui, il a montré ce qu'il a pu faire, c'est à la fois Koch, c'est la photographie, c'est les principes de coloration. Et donc, grâce à Koch, grâce à Pasteur, c'est quand même les techniques de microbiologie, la naissance de la microbiologie, et ça, il faut pouvoir le souligner. Après, tu as parlé de génération spontanée, et ça paraît assez logique de se dire que oui, du coup, à travers des processus qui euh, sont faits par des ferments qui sont des ferments vivants, si je puis dire, il a montré le caractère ubiquitaire aussi des micro-organismes, c'est-à-dire qu'il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau, il y en a dans le sol, il y en a sur les surfaces, et ça, c'est aussi ça a conduit, si je puis dire, au développement de l'hygiène, parce que je pense que du coup, ce caractère ubiquitaire des micro-organismes, eh bien aussi, c'est la nécessité d'aller vers des principes d'hygiène. Et comme tu dis, il était un des premiers à appliquer le grand geste, de nos grands gestes barrières, qui est le lavage des mains, même si c'est lui, c'était un peu compulsif parfois, comme tu l'as dit, pour autant, c'est un des grands principes d'hygiène. Et puis, c'est aussi la réalité de ce que sont les microbes utiles et les microbes nuisibles.
C'est vrai que souvent, quand on dit microbe, on a tendance à avoir peur, mais si on devait faire un ratio, c'est un micro-organisme nuisible pour environ 9 micro-organismes utiles, hein. Ça pèse, je pense, à peu près 10% dans la réalité de ce que sont les micro-organismes. Et puis cette troisième époque, comme tu l'as dit, sur passer de ces observations, de ces travaux à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire, bon, je crois que souligner pour quelqu'un qui n'était pas médecin, et on lui a reproché souvent, hein, je trouve que, puisque sur la fin, on est allé vers les vaccins, le fait qu'il soit allé, enfin pour moi, hein, c'est un peu comme ça que je l'interprète, sur le vaccin de la rage, c'était pour moi à la fois une nécessité parce que là, il pouvait faire de l'expérimentation animale avant d'injecter à l'humain. Ça, c'était quand même une possibilité de faire un vaccin sur une maladie qui était à la fois animale et humaine. Et puis aussi, sa vaccination, il l'a faite, et je crois que ça, pour moi, c'est un peu symbolique, sur un jeune qui était un Alsacien. Or, c'est après la guerre de 70, après la guerre de 70 et la défaite de la France, où la France a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et on sait que Pasteur est un grand patriote et qu'il n'a jamais accepté, enfin, il n'a jamais accepté, d'ailleurs, c'est enfin, peut-être un des éclairages qu'on peut avoir sur cette opposition qu'il y avait par rapport à Koch, qui était allemand, sur le fait que là, bah, il est réussi à soigner un Alsacien. Alors, devant toutes ces successions et cet aspect un peu romancé, mais où on sent la démarche très scientifique, et je crois que ça c'est fort, il y a une première question que j'ai envie de te poser, c'est, en fin de compte, tout ça, ça paraît d'une cohérence, quelque chose d'un peu rectiligne, mais est-ce que les choses se sont passées de façon aussi évidente que ça, ou bien est-ce que ça s'est fait par essai-erreur? Est-ce que là-dessus, tu aurais des informations? Oui, merci Bertide. Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que je t'ai dit, mais je vais rebondir sur les dernières choses. En fait, ça n'est pas aussi rectiligne que ça. C'est-à-dire qu'il semble bien que Pasteur, à chaque fois, avait plusieurs cordes à son arc, tirait par conséquent plusieurs flèches, et finalement se saisissait de celle qui marche. En plus de ça, comme je l'ai dit aussi, il utilisait assez volontiers des expériences qui étaient faites par d'autres pour les reprendre à son compte, avec une expérimentation qui était en général supérieure en termes de rigueur que ce que faisaient ses adversaires, ou tout du moins ses compétiteurs, et il n'hésitait pas non plus à utiliser ses élèves et à prendre leurs découvertes. Ce qui fait que tout n'est pas aussi simple que cela. Euh, Cela dit, cet enchaînement, finalement, est quand même assez remarquable. Et pour reprendre sur un point particulier qui est l'éducation des jeunes, moi j'étais surpris, j'ai fait pas mal d'interventions dans des lycées, non pas dans cette année d'ailleurs, qu'à d'autres occasions, et de m'apercevoir que les étudiants apprennent assez volontiers les faits, mais assez peu le raisonnement. Et si je prends l'histoire de Pasteur, ils sont capables de vous dire qu'en 1870 ou 1865, il s'est passé telle chose, puis en 77, telle autre. Mais le raccrochement de l'un à l'autre et finalement ce que j'appelle la démarche scientifique est assez peu connu. Alors même si cette démarche scientifique est émaillé d'erreurs et il y a eu beaucoup de, car il y en a toujours, hein, à la fois des fautes, des fausses pistes, des vraies pistes, etc., et qu'il a tâtonné. En réalité, elle est quand même assez remarquable, et en termes de démonstration à la fois des problèmes qui se posaient et en même temps des résultats qui ont été obtenus, elle est assez remarquable. En tout cas, pour répondre au premier commentaire, non, c'était pas si simple que ça. Et il lui a fallu prendre beaucoup de chemin pour arriver finalement à un trajet qui apparaît en définitive, et quand je le raconte, très rectiligne, Oui. mais qui en réalité fait beaucoup de va-et-vient.
Ouais. Et puis je pense sur le temps, parce que tu me corriges si je dis une erreur, mais il me semble que pour la maladie des vers à soie, ça a été plus de 5 ans de travaux, et que la difficulté, puisque ces vers à soie, c'était en fin de compte 2 maladies qu'il y avait derrière, hein, la pébrine et la flacherie, et je pense que ça a été plus de 5 ans ou 7 ans de travaux avant vraiment qu'on arrive à régler ce problème des maladies des vers à soie, avec une forte tension quand même, parce que la France du 19e siècle, c'était une France qui, enfin, pour lesquelles l'industrie reposait beaucoup sur le textile, l'industrie textile, et puis aussi la sidérurgie. Mais on voit aussi l'importance qu'il y avait d'un point de vue économique à régler ce problème. Et pour autant, ça a été quand même plusieurs années avant de résoudre et objectiver et traiter le problème, sauf erreur de ma part, hein. Alors, Oui, et tu avec un remarquable don d'observation. En fait, pour rapprocher l'analogie qu'il a fait à séparer les vers à soie malades des vers à soie sains et à les isoler et à montrer la contagion possible, que ce qu'il avait avec les cristaux droits, les cristaux gauches. Finalement, Mhm. c'était un remarquable observateur Observateur. euh, et qui aimait mettre l'œil devant en face du binoculaire pour arriver à observer les choses. Euh, c'était, il analysait, il observait, et pour beaucoup d'ailleurs, il dessinait. Alors un peu moins les vers à soie, mais quand même. Mais les microbes, il avait appris à les dessiner, à les reconnaître avec leurs formes très particulières les uns les autres. Et on rapproche ces dessins du fait que un temps, au moment de l'adolescence, il avait voulu devenir artiste, je dirais artiste peintre même, et qui s'était mis à faire des pastels et absolument pas se Ouais. destiner à une carrière de scientifique. Mm. Ça a Je ne sais été pas ce que d'ailleurs, moi ça j'ai aurait vu donné certains de d'ailleurs. ces, pardon, j'ai vu certaines de ces réalisations. Il dessinait et c'était très beau, je trouve, ce qu'il faisait. C'est vrai. Ça a dû l'aider d'ailleurs, hein, ça a dû l'aider dans les descriptions. Alors, peut-être une deuxième question. Bon, tu l'as abordé, mais est-ce qu'on pourrait revenir là-dessus quand on dit, bon, oui, il était aidé, mais est-ce qu'on peut revenir sur l'aide au plus direct, la plus directe qu'il ait pu avoir, par exemple, avec ses deux assistants, et puis les élèves derrière qui ont marqué un peu les grandes découvertes de la fin du 19e siècle. Il avait en fait, on va dire, mais c'est un peu ce qu'on voit dans toutes les équipes du monde de scientifiques. Il avait des gens qui étaient au fond ses préparateurs, parce il avait fait une hémiplégie très jeune, donc il était très gêné et il expérimentait à travers le bras des autres pour beaucoup. Mais quand il expérimentait, il était derrière la personne, à surveiller absolument chaque geste, chaque mouvement. Euh, donc ça, c'est, je puis dire, le préparateur. Ensuite, il avait des gens qui venaient chez lui et à qui il donnait une relative autonomie et ou qui ont été d'ailleurs pour beaucoup d'entre eux des découvreurs. J'ai cité celui d'Émile Roux, qui est une personnalité remarquable, mais Duclos, qui s'est intéressé, lui, à d'autres types de microbes. Et puis, il y a une troisième catégorie d'individus qui n'étaient pas dans le lignage immédiat de Pasteur, mais qui étaient venus à ses côtés. Et en particulier l'un d'entre eux, que beaucoup d'entre vous connaissez sans doute, qui s'appelle Metchnikov, parce qu'il avait beaucoup prôné l'usage du yaourt, en disant que ça faisait du bien, pour bien vieillir, il faut manger du yaourt. Et mais c'est des travaux qu'il avait initiés autour du microbiote, mais en réalité, Metchnikov a été un des premiers à introduire un des pans de l'immunologie avec ce qu'on appelle l'immunologie cellulaire. Et s'il est venu chez Pasteur, c'est parce qu'il avait d'abord été chez Corr et que Corr Mm. ne croyait pas aux travaux de Metchnikov, qui allait lui valoir un prix Nobel au début des années 1900, et que Metchnikov, à ce moment-là, était venu autour de Pasteur. Autrement dit, on voit ces trois catégories. Le préparateur, qui est au fond le bras armé de Pasteur, ceux qui sont ses élèves directs et dont certains ont extraordinairement réussi, avaient des capacités scientifiques
Alors vous allez me dire, il les sélectionnait, et c'est vrai qu'il les sélectionnait pour cela, des capacités scientifiques extraordinaires, et puis des gens qui plus tard sont venus le rejoindre parce qu'il était connu et que d'une certaine manière, il a accepté de les accueillir, mais accepter un nouveau chef d'équipe, c'est aussi reconnaître la qualité de la personne qu'on prend à côté de soi. Mmh. Je pense qu'Émile Duclos, qui est le plus proche peut-être, est-ce que pour toi c'était Émile Duclos vraiment qui était un peu plus son confident et puis qui a pris la suite pour l'Institut Pasteur? Est-ce que c'était lui qui était plus proche aussi au niveau des années par exemple, peut-être par rapport à Émile Roux? Est-ce que Émile Duclos était peut-être Je pense un qu'Émile de ses Clou, assistants? je pense que Roux et Pasteur se jalousaient, en réalité, profondément. Curieusement, Pasteur avait reconnu les qualités de Roux, qui était extrêmement astucieux, rigoureux, etc. Et Duclos, les rapports étaient beaucoup plus simples. Et, Oui. et je crois qu'il était plus confident de Duclos qu'il n'a été de Roux. Mmh. Mais Tu cette signales. sélection, alors il faut se rappeler que tous ces gens-là étaient, enfin, c'est pas tout à fait vrai pour Duclos d'ailleurs, mais enfin, c'était des gens qui étaient dans l'éducation nationale et qui étaient pour la plupart des normaliens, hein, qui passaient dans Mmh. son laboratoire. Mmh. Tu disais d'ailleurs, c'est juste une petite anecdote, que, l'hémiplégie qu'il a faite, très tôt, hein, fait je crois que c'était le côté gauche qui était paralysé. C'est pour ça que Ouais, quand on ouais. regarde les illustrations, il me semble que c'est le côté gauche, il y en a beaucoup pour lesquels il y a des erreurs dans sa présentation. Parce qu'on voit que c'est le côté gauche qui travaille, alors qu'en réalité, je crois que c'était une hémiplégie du côté Ouais. gauche. Bon, c'est juste, petite chose comme ça en passant. Tu as mentionné deux, trois traits de caractère de Pasteur. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus un petit peu, ce qu'était son caractère, quoi, en fin de compte, à Pasteur? Alors, moi je pense qu'il était difficile à vivre, hein. C'était quelqu'un qui était extraordinairement sûr de lui, volontiers agressif. Plus il était sûr de lui, plus il était assez agressif avec ses compétiteurs. Euh, qui également savait publiciser ses résultats de manière tout à fait extraordinaire. C'était un communicant de première. Il aurait été sur tous les écrans de télévision à propos du Covid, et en même temps probablement assez laconique. C'est-à-dire qu'au fond, il aimait parler en public et, et lutter contre ses compétiteurs ou essayer de les impressionner. Et à l'inverse, à mon avis, au jour le jour, assez renfrogné. Euh, alors, en même temps, c'était un personnage assez, comment vous dire, intégré à une vie familiale. Sa femme manquait beaucoup, mais il a beaucoup dit qu'elle lui servait essentiellement de secrétaire, et très attaché aussi à ses enfants et petits-enfants. Tout du moins, c'est comme ça qu'on colporte la légende familiale. Euh, Quelqu'un d'extraordinairement rigoureux, sévère sûrement. Voilà. Très, très patriote, hein, je crois, parce que Ah oui, je alors, crois que ça, c'est un d'ailleurs, il autre a trait. renvoyé. On est dans la France guerrière dont il avait appris les premiers préceptes ou principes à propos des guerres napoléoniennes. Napoléon le Ier, grâce à son père qui aimait beaucoup raconter des histoires des guerres d'Empire, parce qu'il avait servi lui-même en Espagne pendant le Premier Empire, et donc qui lui a probablement inculqué ses premières notions de France patriotique. Et puis ensuite, il était très attaché au pouvoir impérial, et Napoléon III l'a beaucoup aidé d'ailleurs, et très anti-allemand, à commencer bien sûr par Robert Koch, mais également d'une manière générale. La bière dont j'ai parlé tout à l'heure était considérée comme étant la bière de la revanche. C'est comme ça Mhm. qu'il l'intitulait. Mais quand je regardais, quand il a fait son premier voyage en Allemagne, donc c'était dans les années 1850, et il a été reconnu. Donc quand on lit ses écrits, on voit qu'il était d'ailleurs touché de tout cela et qu'il dit: «J'ai une grande envie d'apprendre l'allemand».
Et quand on regarde après les débats qu'il y avait dans les différents congrès médicaux, entre autres celui qui, à mon avis, a été un où je crois que c'était le congrès de Genève ou le congrès de Londres peut-être, où avec Corr, c'était l'opposition forte sur la reconnaissance, entre autres, de qui avait montré la sporulation pour les bactéries. Hein. Donc, il y avait des échanges. Corr n'était pas un habile orateur, hein, contrairement à Pasteur. Mais quand on voit ça, et là, il y avait la volonté de surtout pas parler allemand. Et on pense d'ailleurs que certaines des oppositions Corr-Pasteur étaient sur la mauvaise compréhension de l'un et de l'autre, faute de parler la langue ou allemande ou française. Hein. Donc il est revenu sur son idée de parler allemand et de pouvoir voyager en Allemagne. Et d'ailleurs, il a renvoyé certains diplômes après la guerre, où il avait été reconnu docteur honoris causa, je crois, c'était l'université de Bonn, où il a renvoyé son diplôme, si je puis dire, après la guerre de 70, hein, où il a refusé certains honneurs des Allemands. Donc c'était un vrai combat, hein, presque un combat, si je puis dire, pour un patriote qui était bonapartiste, mais qui a été très sensible après, bien sûr, aux honneurs que Napoléon III lui a, et les moyens que Napoléon III lui a fournis d'ailleurs. Je crois quand il est passé à des phases d'expérimentation et de besoin, même sur des chevaux, bon, il a eu les moyens. Il a eu, contrairement à Corr qui se débattait d'ailleurs et qui avait beaucoup moins de moyens que Pasteur pour faire ses expérimentations. Euh, Par Oui, rapport à on peut dire, ça, donc, là-dessus, Martine, il n'a jamais effectivement réellement manqué de moyens, mais il a écrit des adresses au gouvernement de l'époque qui sont d'une extrême actualité aujourd'hui, en disant que le gouvernement ne faisait pas du tout assez pour la recherche, qu'il n'y avait pas du tout assez de crédit, et que la France devrait faire beaucoup plus, alors que l'Allemagne faisait beaucoup plus que la France, qui sont exactement ce qu'on est en train d'écrire en 2022. ouais. Sauf que la France était sur un système déjà un peu centralisé. C'est pour ça que nous, on a eu un Institut Pasteur en 1888. Ça a été, enfin, ça répondait à une organisation assez centralisée, contrairement à l'Allemagne, où on avait une décentralisation et donc plusieurs créations dans les différents, je ne sais pas si on disait les Länder à ce moment-là, mais c'était aussi quand même des moyens plus puissants parce que c'était pour un centre. Et quand l'Institut Pasteur a été créé, c'est parce qu'il a fallu développer aussi cette vaccination après le succès de la vaccination contre la rage. Alors justement, puisque je reviens sur l'Institut Pasteur, est-ce que tu peux peut-être nous faire partager le développement, ce que sont les instituts Pasteur maintenant et peut-être ce grand réseau international maintenant des instituts Pasteur? Est-ce qu'on peut en dire deux Alors, mots? vous avez deux sortes d'instituts Pasteur. Il y a les instituts Pasteur nationaux, dont on a deux exemples, qui est l'Institut Pasteur de Paris et l'Institut Pasteur de Lille. Et l'Institut Pasteur de Lille, on peut le rappeler, a été dirigé par Calmette à son retour d'Asie du Sud-Est, et c'est là où il a découvert le BCG avec Camille Guérin. Sur l'Institut Pasteur de Paris, vous connaissez tous son formidable développement qui a largement dépassé la problématique de produire du vaccin pour la rage, pour s'intéresser à creuser la science mais de manière intéressante d'ailleurs, à pousser la science de l'immunologie qui était totalement ignorée par Pasteur lui-même, en fait. Il n'avait pas d'explication sur la manière dont les vaccins marchaient. Ce qu'il avait imaginé, c'est assez curieux, en fait, c'est il imaginait que le vaccin absorbait, si vous voulez, d'une certaine manière, les substances nocives et que les substances nutritives, pardon, et que du coup, lorsque la bactérie, le pathogène arrivait, il n'avait plus de quoi se nourrir dans le corps humain et par conséquent, il Ah mourait. oui. C'est une autre. Donc, il n'avait pas imaginé l'immunologie. Mais l'Institut Pasteur s'est donc remarquablement développé. Donc, il y avait Paris puis Lille avec Calmette,
Et il y a un certain nombre d'instituts dits nationaux qui sont à l'international et qui dépendent de la maison mère, comme en particulier l'Institut Pasteur du Cambodge. Mais la plupart des autres instituts Pasteur du monde n'ont de Pasteur que le nom. Ils n'ont pas Mhm. que le nom, à vrai dire. Je ne devrais pas dire ça, car ils sont en réseau. Ils continuent à avoir une sorte de paternité entre eux. Ils échangent euh, à la fois de la science, un certain nombre de programmes qui sont conjoints, mais ils sont, quand je disais le nom, c'est-à-dire qu'ils sont dirigés par des gouvernements qui sont les gouvernements des pays auxquels ils appartiennent. Alors j'ai cité le premier, qui était celui d'Australie, qui n'est pas vraiment reconnu d'ailleurs comme étant un institut Pasteur, mais quand même. Et puis le deuxième, qui a été après celui de Tunis, et puis ainsi de suite, qui sont disséminés dans le monde, et ça représente une force de frappe, de lutte contre toutes les problématiques des maladies infectieuses qui est à mon sens assez unique et considérable. Mhm. Quand tu as parlé de Metchnikoff tout à l'heure, et là tu disais sur Pasteur, en fin de compte, il n'a pas vu un des principes avec l'immunologie, un des principes de l'immunité cellulaire, puisque c'était la phagocytose ce sur quoi travaillait Metchnikoff, c'était la phagocytose. Euh, Avec un modèle animal d'ailleurs particulier, parce que je crois que c'était une étoile de mer, hein, donc assez transparente, il arrivait à voir ce qui se passait et l'arrivée de ces cellules. Est-ce que du coup, on peut se questionner sur qu'est-ce que Pasteur aurait pu voir et qu'il n'a pas vu? Il aurait pu. Alors, tout d'abord, il a entendu parler du microbiote. Il a compris qu'il y avait, il a très bien compris qu'il y avait d'un côté ce que tu as dit, les microbes utiles et de l'autre les microbes pathogènes. En l'occurrence, avec toutes les problématiques du vin, du vinaigre, de la bière et toutes les fermentations, il a compris le microbe utile. Euh, il n'est pas allé, il a vu, mais il ne s'est pas intéressé parce que, disait-il, il n'avait pas le temps sur le microbiote et le rôle que ça peut avoir, qui sont donc les microbes utiles qui vivent dans l'homme. Mais conceptuellement, c'est quelque chose qu'il avait vu et on peut se dire qu'il aurait très bien pu expérimenter lui-même s'il ne s'était pas intéressé plus particulièrement à la partie pathogène. Je dirais que la grande science qu'il a laissée de côté dans cette affaire, c'est quand même l'immunologie, car ensuite, sur les antibiotiques, bien sûr, il n'a pas décrit les antibiotiques et il n'a pas eu la découverte de Fleming, mais il avait quand même noté et remarqué, on le retrouve dans certains de C'est ses vrai. écrits, que les microbes peuvent sécréter des substances qui s'annihilent, qui les détruisent les uns les autres. Donc il avait évoqué l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose qui finalement soit une antibiose, mais sans la démonstration et l'identification des antibiotiques eux-mêmes. Oui, parce qu'il avait, c'est vrai qu'il a décrit, et je crois que c'était lors de la fermentation butyrique où il avait vu ça, il y avait ces contaminations, mais il n'a pas eu idée d'extraire du milieu, par exemple, et de voir pourquoi il y avait cela. Que les antibiotiques, je ne sais pas, mais il a fallu attendre au moins 40 ans après peut-être pas, 1930, oui, pour la découverte des antibiotiques. On se dit que c'est peut-être dommage qu'on avait là les éléments et on avait des cultures pour les antibiotiques. Est-ce que les phénomènes symbiotiques, avec tout ce qu'ils ont pu nous apporter derrière, et l'ouverture sur le microbiote, par exemple, est-ce que les phénomènes symbiotiques, il aurait pu les voir? Cette coopération des micro-organismes, est-ce que ça, il aurait pu les voir? Il avait probablement une série de moyens pour les voir, encore que la culture des microbes symbiotiques est très difficile. Il a inventé les bouillons de culture avec toutes sortes d'ingrédients hein, qu'il a appris progressivement comme un vrai cuisinier, avoir de l'humeur aqueuse de l'œil, rajouter du sucre, tel enzyme, etc. Les microbes du microbiote, on n'arrive pas à les cultiver parce que c'est des microbes anaérobies qui vivent au profond de nous-mêmes et qui vivent sans oxygène et ils sont très difficiles à cultiver. Donc on pourrait se dire que techniquement c'était compliqué,
mais conceptuellement possible avec, malgré tout, certaines des techniques qu'il avait à l'époque. Non, bien sûr, il avait alors, au sujet des virus, par exemple, la question, en fait, il fallait quand même des appareillages microscopiques qu'il n'avait pas à l'époque. C'était pas non plus un inventeur, à ce Mhm. point pour avoir inventé des microscopes électroniques et de voir la structure des virus. C'est vrai que là-dessus, je pense pas que, ou dans ces équipes, il y ait eu des travaux particuliers, sauf erreur de ma part, justement, sur l'amélioration des microscopes. C'est plus du côté de corps. Et puis, je pense qu'il n'y avait pas cette volonté. Pour Pasteur, je crois qu'il disait, les microbes sont des microbes. Il n'avait pas perçu la variété en tant que telle de ce monde microbien. C'est peut-être une question, on verra, sur laquelle on peut revenir, mais j'ai vu qu'il y a des questions dans le chat, mais je ne sais pas si on peut mieux nous les présenter, parce que je vois que les deux premières lignes, je ne sais pas si toi, tu as une bonne présentation Alors, moi, je du vais chat, regarder parce si que je là, je vois vois. qu'il est... Moi, je vois que les Je peux deux vous les lire premières si lignes, vous souhaitez. Si vous souhaitez, je peux vous lire la première question. oui, Alors, la première question, posée ici par Gilbert, est: quelle différence entre le vaccin de Pasteur et le vaccin dit à ARN messager? Ah, tu veux répondre, Patrice ou... oui, allez, le Pasteur, en fait, utilisait essentiellement des vaccins dits atténués, c'est-à-dire des bactéries. Il prenait le microbe lui-même et il arrivait, par un certain nombre de procédés expérimentaux, à en atténuer la virulence, c'est-à-dire qu'il ne devenait pas dangereux, tout en ayant la capacité par la suite de pouvoir empêcher, par un phénomène qui n'était pas connu, puisque c'est un phénomène immunologique, à empêcher la maladie. Donc, microbe atténué. Le vaccin ARN, ça fait suite de toute une série de découvertes où, en réalité, on peut obtenir le même phénomène, non pas à partir du microbe en entier, mais à partir de parties du microbe. Et par conséquent, on peut, à partir d'un fragment de matériel génétique, voire d'un fragment de matériel protéique, pouvoir obtenir le même effet. c'est-à-dire Vous que, passez donc si je du peux me permettre, gène, en l'occurrence l'ARN, ou tout du moins la transcription du gène, à la protéine, et ensuite à, à la bactérie entière. et forcer avec l'ARN messager à ce que ce soit la cellule, entre guillemets, de l'organisme ou la cellule infectée qui produise elle-même, comme dans le cas du virus ARN messager pour le SARS, je pense, que ce soit la cellule elle-même qui produise la protéine du virus. Donc ça, c'est aussi Oui, ça c'est un peu compliqué. particulier. Voilà. Mais c'est en fin de compte, oui, que ce soit, enfin, que ces vaccins, à la fois contre les bactéries, contre les virus, puisque pour la rage, c'est un virus, c'est ou des micro-organismes atténués ou tués, en fin de compte. Parce que pour la rage, c'est moi l'épinière qu'il faisait sécher, in fine, tu me Oui, corriges, Patrice, mais in fine, dans ces moelles épinières, les virus, ils étaient plus vivants. oui, oui. Donc, c'était du germe tué qui était injecté, mais que l'hôte apprenait à reconnaître. Ouais, Je ne sais ça pas si... continue à être atténué, hein. C'était atténué. Il faisait par des passages successifs, on arrivait à une sorte d'atténuation. Il y avait toujours un risque. Oui, ben, les premiers vaccins, enfin, on peut se dire même que d'un point de vue d'éthique, maintenant, sur les premiers travaux de Pasteur, il y a peut-être des choses qui maintenant ne seraient plus du tout permises, hein. Certaines formes d'expérimentation qui seraient plus permises. Alors, Alors, est-ce qu'il y a dans... Seconde il y a question. une. D'ailleurs, ce qu'on peut dire, c'est que les hésitations, ce qu'on appelle les hésitations vaccinales, existaient déjà du temps de Pasteur et finalement n'ont pas beaucoup changé après, on va dire, 200 ans d'efficacité ou de preuve d'efficacité du vaccin. Entre le 19e et maintenant, on continue à avoir à peu près un refus vaccinal ou une hésitation vaccinale à peu près semblable. Ouais, ouais. Qui pose une question d'ailleurs, pourquoi? C'est vrai que c'est curieux, on fait beaucoup d'injections de tas de choses, on est au Mhm, contact de tas de molécules étrangères, mais la notion mhm, de vaccin est une notion qui fait peur à beaucoup. mhm.
Une seconde question. Vers quelle époque est apparu le concept de toxine au sens de molécules nocives qui peuvent être produites par les micro-organismes? Alors ça, c'est Peut-être pour apparu la diphtérie. au 20e, je crois. Pourtant, Diphtérie et tétanos. la Diphtérie et diphtérie, tétanos, j'aurais dit au tétanos, 20e, il me semble. oui, c'est la fin du 19e, parce que ce sont des disciples de Pasteur qui ont, les anatoxines, le fait de faire vieillir les toxines et de permettre d'ailleurs des vaccins, c'est la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle. Et je pense qu'on utilisait d'ailleurs ce mot de toxine. Le mot anatoxine, en tous les cas, c'est un mot de la fin du 19e siècle, Oui, il oui, me c'est vrai. semble. Une troisième Que je dirais. Non, c'est Gaston, oui, absolument. C'est un disciple de Pasteur qui s'appelle Gaston Ramon, qui a mis au point le fait que vous pouviez modifier la toxine de manière à ce qu'elle perde son caractère de toxicité, mais garde sa caractéristique vaccinale, d'où le nom d'anatoxine. Et ça, c'est la fin du 19e. Et Nouvelle question d'Isabelle. Comment expliquer une telle négation de la transmission aérienne du virus du Covid, étant donné que ce mode de transmission ne vient pas d'être découvert? le mode de transmission Ah, aérienne, non, Comment mais expliquer une telle négation de la transmission aérienne du virus du Covid, étant donné que ce mode de transmission ne vient pas d'être découvert? Donc, si je reformule, Isabelle est surprise de voir qu'il y a a priori beaucoup de négation vis-à-vis de la transmission aérienne du virus du voilà. Covid. La transmission aérienne des microbes est une chose très ancienne qui d'ailleurs remonte d'une certaine manière à Pasteur, puisque dans les expériences sur la génération spontanée, il est allé dans différents endroits de France, plus ou moins haut, monté dans des montagnes, pour montrer que selon la concentration en oxygène et selon la température, l'air n'a pas la même capacité de transmission des microbes. Donc c'est une notion en soi que l'air peut transmettre les microbes qui était ancienne. Et d'ailleurs, euh, Pasteur a longtemps cherché à identifier le choléra, voilà. il y a eu des épidémies de choléra, mais au lieu de le rechercher dans les sels et les eaux usées, il l'a recherché dans l'air. Donc Dans l'air. la notion que les microbes peuvent être dans l'air est une notion qui est ancienne. Alors, sur le SARS-CoV, on est arrivé assez rapidement, me semble-t-il, à savoir que le microbe se transmettait par l'air. Chaque microbe a des formes euh, Mais, des manières de transmission différentes par définition. L'air, l'eau, par le toucher, vous voyez, vous avez mais là, toutes sortes c'est tout ce qui fait l'hygiène d'ailleurs, finalement, les précautions à prendre. mais dans le débat autour de transmission aérienne, très vite, et c'est pour ça qu'il y a une subtilité qui a été difficile à percevoir, mais très vite, on a reconnu la diffusion par les aérosols. Alors on dit l'aérosol, pour autant, c'est ce qui entoure et ce qu'on émet, hein, autour de nous. La transmission aérienne, quand on parle, alors là, c'est ma casquette un peu d'hygiène professionnelle et de santé au travail. Quand on parle de transmission par l'air, c'est qu'on peut imaginer à ce moment-là qu'on pourrait transmettre par les systèmes de climatisation, etc., des bâtiments. Or, ça n'était pas le cas. La transmission, c'est une transmission de courte distance. Le SARS-CoV-2 est un virus relativement lourd, entre guillemets, et qui se dépose assez vite sur les surfaces. C'est pour ça aussi que la contamination des surfaces est importante dans le cadre de ce virus à transmission aéroportée. C'est ce qu'on appelle la transmission aéroportée. Et c'est la transmission par les personnes qui émettent des particules et qui sont dans votre environnement proche. Pour autant, ça n'est pas une transmission aérienne sur des longues distances. Est-ce que si j'émets dans un bâtiment où il y a une climatisation, j'ai le risque de contaminer des personnes à distance? Ben non, pas tout à fait. Et les quelques cas qui ont été rapportés de gens qui ont été contaminés sur 3, 4, 5 mètres, c'était des gens qui étaient dans des restaurants. Je crois que c'est une publication japonaise. Tu me corriges, Patrice, comment c'était une contamination partie personne qui était dans un restaurant et qui était sous le flux
d'une ventilation qu'il y avait dans le restaurant. Donc des gens contaminés ont contaminé des gens à distance sur quelques mètres. Mais c'est là où il y a eu tout ce débat sur la contamination aérienne, et certains disaient on refuse de reconnaître la contamination aérienne. On refusait de reconnaître une contamination sur d'une longue portée, mais que la contamination soit faite par les aérosols, ça a été diagnostiqué, documenté très très vite. Je ne sais pas si j'ai répondu à Isabelle qui pose la question. Je vois le début et je pense que c'est cette question-là. Est-ce qu'il y a d'autres? Une toute dernière question d'Hubert. Alors, une question plus d'ordre géométrique, on va dire, hein. Avez-vous un exemple d'asymétrie-symétrie d'une molécule dans l'espace et quels sont les outils mis en œuvre pour arriver à obtenir ce résultat? Alors oui, on a trouvé des bactéries qui flottaient très haut dans la stratosphère, et donc des molécules asymétriques, hein. Et donc la question que beaucoup disaient, mais d'où ça vient? Et bon, on revient à la problématique de l'origine de la vie, de la symétrie moléculaire, de jusqu'où ça se transporte dans l'espace. Voilà, après, une fois qu'on a fait ces observations, ça ne résout pas le problème de savoir quand a commencé et pourquoi a commencé la première molécule asymétrique. Et vous auriez un exemple précis de cette molécule? Quel nom peut-elle avoir, par Ah, exemple? quelle molécule elle-même? Non, moi je ne sais pas. Je sais qu'il y a des corps asymétriques qui flottent dans l'espace. Et je pense que c'est la notion, non pas dans l'espace stratosphérique, c'était le sens de la question, c'est est-ce que c'est d'une molécule dans l'espace en 3D, c'est ça? Est-ce que toutes les Ah, molécules du vivant, Je l'ai compris comme ceci, effectivement, dans l'espace 3D, j'ai cru comprendre. voilà, Mais c'est ça, ceci étant dit, la réponse était très intéressante tout de même. Mais effectivement, avez-vous un exemple d'asymétrie-symétrie d'une molécule dans l'espace? Alors je pense que l'auditeur veut toutes les dire molécules du l'espace vivant. 3D. Enfin, quand on prend la double hélice de l'ADN, ben, je ne sais pas, c'est pas une molécule que je peux qualifier de symétrique. la symétrie, pour imager ce que donnait beaucoup Pasteur, la symétrie moléculaire telle qu'il l'a définie, c'est si vous mettez votre main gauche en face du miroir, vous n'aurez pas l'image de la main droite. C'est ça la symétrie. Bon, mais toutes les molécules du vivant, en principe, sont asymétriques. Asymétrique. Asymétriques. Et on voit bien, enfin, je ne sais pas si ça peut rejoindre ce problème-là, mais la question, par exemple, de la déformation des protéines, quand on prend la protéine prion, hein, ça c'est un autre qu'on peut classer dans les êtres vivants. C'est la limite justement du monde vivant, peut-être. C'est un débat qu'on n'aura pas ce soir, mais qui serait intéressant de creuser, c'est quoi le monde vivant? Mais si on parle des protéines prions, justement, on voit bien comment toutes ces protéines qu'on trouve naturellement dans les neurones, puisqu'elles sont situées dans les neurones, eh bien, elles ont un rôle pathogène, si je puis dire, à partir du moment où elles changent leur plan de conformation dans l'espace. C'est l'organisation donc des hélices ou des feuillets, hein, de ces protéines, de la structure quaternaire des protéines. Donc, on voit bien en quoi, en fin de compte, enfin, où on en est actuellement de la réflexion sur le prion. Sur les protéines prions. C'est leur changement de conformation dans l'espace qui leur confère un rôle peut-être pathogène. Et ça, c'est une vraie réflexion. Moi, je trouve que ça rejoint les débuts des travaux de Pasteur, parce que ce qu'on voit, enfin, les travaux ont été surtout conduits sur la scrapie du mouton. Elle est moins, ces protéines-là sont moins dangereuses pour l'homme, mais on voit bien, en fin de compte, on objective bien le changement de conformation dans l'espace de la structure quaternaire des protéines, puisque les protéines s'organisent selon voilà, plusieurs organisations, et on va jusqu'à une organisation quaternaire. Il s'agit simplement, pour l'instant, hein, d'une modification de la structure quaternaire de ces protéines prions. Ça rejoint ça, pour moi. Qu'est-ce que tu en penses, Patrice? C'est Pardon. plus facile à comprendre comment que pourquoi. Et je reviens à l'histoire du sucre droit et du sucre gauche que chacun peut mettre sur le bout de sa langue ce soir. Ça montre bien que la structure ou les différentes structures ne donnent pas forcément les mêmes fonctions. Et donc,
Mais c'est assez simple à comprendre si on imagine qu'il y a un récepteur et un ligand et une clé et une serrure. Il faut que la clé rentre dans la serrure pour que la porte s'ouvre. Et dans ces cas-là, si vous avez une clé qui est tournée différemment, ça ne marche pas. Donc Alors, la forme, c'est-à-dire la structure, finalement, détermine en quelque sorte la fonction. Une dernière remarque d'un auditeur sur la notion d'asymétrie. Il indique: il paraît que l'asymétrie est une conséquence de la polarisation, c'est-à-dire de l'asymétrie de la lumière, quand elle rentrait dans l'eau du bouillon original qui a présidé à l'apparition de la vie. Qu'en pensez-vous? C'est-à-dire que la, la lumière polarisée est déviée en fait par l'eau. C'est une expérience que vous pouvez faire ce soir dans votre baignoire. Si vous prenez une bougie et vous allez voir que la lumière de la bougie, les rayons sont diffractés à l'intérieur de l'eau. Sur l'origine de la vie, je crois que si on parle de l'ARN primitif, une fois qu'on a dit ça et qu'on imagine qu'effectivement on remonte, il faut arriver à comprendre si cette asymétrie qui probablement donne un certain mouvement aux molécules est peut-être une des conditions après pour qu'elles se répliquent. Maintenant, sur le rôle de la lumière, je crois que je ne saurais pas dire. Moi, je pense qu'il faudrait Martine, qu'on réassiste sur un point particulier, qui est la chose suivante. Il est clair que l'éducation, l'information scientifique, mais au-delà, l'éducation scientifique est quelque chose de tout à fait important et que finalement, on peut dire pourquoi tout d'un coup avoir envie ou célébrer le bicentenaire de Louis Pasteur, comme le font bien sûr des institutions qui ont à voir avec lui, l'Institut Pasteur, l'école normale, les différentes académies qui l'ont accueilli en son sein, etc. Moi, je pense que les personnages comme Pasteur, finalement, pour l'éducation à la fois du grand public, mais peut-être des jeunes, arrivent à toucher des domaines extraordinairement variés, entre une éducation finalement sur la physique, une éducation sur la chimie, une éducation sur la biologie, une éducation sur la prévention, sur de l'hygiène, sur des microbes, et on arrive comme ça à toucher à travers l'histoire d'une personne des sciences qui maintenant, on le sait, ont besoin d'interagir les unes avec les autres, mais finalement, sont extraordinairement riches en elles-mêmes, en conséquence sur la vie de tous les jours et pour les avancées scientifiques elles-mêmes. Donc, je dirais que s'intéresser à Pasteur aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement actuel et, et reprendre l'éducation à travers on veut dire la phénoménologie historique est un moyen parfois relativement simple de pouvoir aborder des problèmes extrêmement complexes. Mais moi, je souhaite souligner aussi que il y a trop peu d'études. Enfin, je vois par rapport, j'ai eu quand même l'ensemble de ma carrière auprès d'étudiants, et je trouve que trop d'étudiants abandonnent les disciplines biologiques maintenant, après une formation forte dans les disciplines biologiques, pour aller vers d'autres choses. Et certaines personnes qui nous écoutent vont être sensibles à ça. Moi, je crois que le parcours de Pasteur d'aller de la chimie vers la biologie et la microbiologie et montre, comme tu dis, la nécessité, en fin de compte, d'avoir une approche scientifique large, d'avoir un domaine de connaissances large. Et je trouve qu'on n'a pas assez d'étudiants qui, ayant fait un parcours de biologiste, restent dans la biologie. Certains se détournent complètement pour faire de l'informatique et ils oublieront leur formation biologiste. Et ça, pour moi, c'est une vraie réflexion. Aussi, des métiers aussi qu'on offre aux étudiants derrière, après avoir fait ces formations biologie. Et je pense qu'on a besoin de cette culture de biologie, ne serait-ce que pour comprendre ce monde, pour comprendre là, ce qu'on vient de traverser avec la Covid, pour avoir aussi une lecture critique, une compréhension critique de tout cela. Voilà, mais moi je pense, Martine, qu'on peut s'arrêter sur ces derniers points et se donner rendez-vous, eh bien,
dans un mois, finalement, comme nous le faisons pour un prochain jeudi. Tout à fait, exactement. Je crois que Merci. le prochain invité du jeudi aura lieu le jeudi 8 décembre, sur le thème «Ce sol dont dépend le monde» avec Daniel Daon. Voilà. Je vous remercie encore une fois pour, votre intervention, c'était vraiment passionnant et écoutez, bah, je vous souhaite une très, très belle soirée. Merci beaucoup à vous 2 et à bientôt. Merci, Merci. bonsoir. Bonsoir.